vers les marchés. C'est non loin du Grand Lac que se situe avec Angkor l'un des hauts lieux du monde. Plus de 600 monuments contemporains de la splendeur de l'Empire khmer et qui dormaient oubliés des hommes, peu à peu repris par la jungle, jusqu'à ce qu'une mission française les redécouvre il y a tout juste 100 ans. Certains avaient gardé presque intacte leur infrastructure, ou même, comme celui-ci, Préroup, leurs 5 tours traditionnelles, et brodés sur la pierre, ornant les piliers et les frontons d'admirables sculptures. Témoignant à la fois d'un art puissant et délicat, inspiré de l'Inde, sans doute, mais qui bien vite obéit à son génie propre. Et qui va atteindre à son apogée avec Angkor Wat. Mais la plupart n'étaient plus comme Taprom, conservés comme temple témoin, que le champ clos d'un formidable combat de titans où les deux règnes s'affrontaient dans une étreinte mortelle. On dit que les marins du lieutenant de vaisseau de la Porte, quand ils le découvrirent, s'enfuirent épouvantés à la vue de ces racines géantes qu'ils prirent pour de monstrueux serpents. Et pourtant, une inscription déchiffrée sur une stèle nous apprend que son enceinte abrita plus de 3000 villages et que le seul service du temple exigeait 80 000 prêtres et 5 tonnes de vaisselle d'or. Aujourd'hui, si ces temples renaissent, on le doit à une poignée de savants et d'archéologues français. Et parmi eux, au premier rang, à Bernard Grolier, leur conservateur, que nous allons retrouver devant Angkor Thom. Vous êtes en effet devant l'entrée principale de la ville d'Angkor Thom, qui depuis le Xe siècle était une des grandes cités khmères et qui prit sa forme définitive durant les toutes premières années du XIIIe siècle, juste au moment où Notre-Dame de Paris s'élevait. Elle prit sa forme sous le roi Jayavarman VII, qui fut l'un des plus grands rois khmers et qui a construit cette admirable enceinte de pierre que vous voyez entourée d'une douve et que franchissent dans les 4 orients des chaussées bordées de part et d'autre de 54 divinités de pierre tenant le serpent Naga qui représente, qui matérialise en quelque sorte le mythe de la création du monde. À l'intérieur même de la ville, vous verrez, lorsque vous y serez, la série des grands monuments qui l'ornent et qui en font un des plus beaux ensembles architecturaux que nous connaissions. Le mystérieux, l'hallucinant Bayonne, avec ses 54 tours, où d'où que vous soyez s'impose à votre regard 100 fois répété le divin sourire du Bouddha. Et où, à l'intérieur de ces galeries obscures, un étrange malaise vous saisit. Mais avec aussi d'admirables bas-reliefs, retraçant les hauts faits du règne, les grands combats légendaires, ou les scènes simplement de la vie quotidienne. Oui, étrange et fascinant Bayonne. La terrasse des éléphants, qui jadis soutenait la salle du conseil dépendant du palais, et tout au long de ses 350 mètres, décrit scènes de chasse, jeux du cirque ou combat. Un diplomate chinois, Chiu Takuan, en visite encore au XIIIe siècle, en a laissé une description enthousiaste à laquelle nous souscrirons. Ces créatures étranges, ce sont des garudas, oiseaux fabuleux, sortes de griffons, qui dans la mythologie hindoue servent de monture à Vishnu et qui ornent la terrasse du roi lépreux. Le roi lépreux peut être Yasavarman, fondateur d'Angkor, mort, dit-on, du terrible mal. Derrière ces terrasses, vous avez l'admirable Bapwon, qui est le deuxième monument khmer par ordre de taille et aussi sans doute, à mon sens en tout cas, par sa beauté. Le Bapwon est presque aussi grand qu'Angkor Wat, il mesure 120 mètres par 100 mètres à la base pour plus de 50 mètres d'élévation à la tour centrale. Et c'était malheureusement le monument le plus tristement délabré et pratiquement écroulé que nous avions. Alors nous avons essayé pour la première fois à cette échelle, je crois dans le monde,
Nous avons essayé de le reconstituer. Il y a eu d'abord évidemment un énorme travail de déblai et de classement des matériaux qu'il a fallu dégager des débris et identifier. Nous le reconstruisons en ménageant à l'intérieur des ossatures en béton armé, des systèmes de ceinture maintenant les remblais et de nervures recevant les poids des parties supérieures de telle sorte que l'effort de traction exercé par ces ceintures est annulé par les poids du monument qui travaille ainsi à sa propre conservation. Et alors, sur cette structure qui travaille et qui devient invisible, nous remontons petit à petit les murs originaux avec leur merveilleux parement de sculpture. Et à la fin de l'opération, le monument, du moins nous l'espérons, retrouvera toute sa beauté et toute son ampleur sans que nos efforts de confortation apparaissent. Autrement dit, on se trouvera alors, à partir de cet immense puzzle, devant le monument tel qu'on peut les voir au moment de sa création, les fidèles qui venaient ici, ou simplement les habitants qui, par centaines de milliers, peuplaient Ancortom au XIIe siècle. Sensiblement, quoiqu'à vrai dire, il nous manquera la couleur, la richesse des parures de soie et des objets de bronze qui faisaient évidemment toute la beauté et en même temps toute la signification religieuse de ces grands sanctuaires pour les Khmers, qui les ont construits d'ailleurs, si vous voulez, avec autant de foi et de passion que les gens du Moyen-Âge ont élevé leur propre cathédrale. Il ne faut pas voir là du tout un art secret, mystérieux et quelque peu redoutable, réservé au roi ou à l'aristocratie, mais bien au contraire, l'élan de foi de tout un peuple qui trouvait d'ailleurs dans ces monuments non seulement l'expression de sa foi, mais les réalités de sa vie quotidienne. Cela constitue pour encore un de ses très grands attraits, le fait que l'architecture de pierre se prolonge dans l'espace par ces grandes perspectives d'eau, ces douves, ces bassins que nous essayons précisément petit à petit de remettre en état. Nous venons ainsi par exemple de reconstruire une partie des gradins, des marches, des débarcadères qui ornent le Srasrang, une très belle pièce d'eau de la fin du XIIe siècle qui s'étale devant Banteay Kedey. Les problèmes de reconstruction ne sont pas toujours les mêmes. Nous avons en particulier des monuments en briques qui sont parmi les plus anciens parce que ce matériau a été abandonné à partir du Xe siècle. Et jusqu'ici, on désespérait de pouvoir les sauver car la brique ayant été collée avec une espèce de liant végétal, le monument est quasi monolithique. Sous l'effet des ans et de la végétation, se fendait de bas en haut et s'écroulait, me semble-t-il, sans espoir. Nous avons du moins essayé pour un très beau sanctuaire qui est le Prasat Kravan, qui date des toutes premières années du Xe siècle, de mettre au point une technique nous permettant ultérieurement de reconstruire de tels monuments. Pour cela, nous avons d'abord tenté de saigner à leur base les tours qui s'écroulaient et de les enserrer, de les contraindre dans une ceinture en béton armé. Ceci fait, nous avons, avec des vérins hydrauliques, redressé les tours ou les pans de tours qui avaient pris du fruit, qui s'inclinaient, et la tour ayant été ainsi reposée sur son assiette, nous l'avons enserrée, nous l'avons maintenue avec d'autres ceintures en béton armé, et nous reposons finalement les éléments de façade qui ont pu être recueillis sur cet ensemble où, là encore, les systèmes de confortation, de reconstruction disparaissent intégralement pour redonner au monument toute sa beauté et en tout cas tout son aspect original. C'est ce que nous avons également pu faire pour les bas-reliefs en briques qui existaient à l'intérieur de deux de ces tours et qui sont parmi les plus belles compositions de l'art khmer. Avec aussi, bien sûr, les admirables bas-reliefs de ce chef-d'œuvre que nous avons gardé pour la fin et qui s'appelle Angkor Wat. Angkor Wat est le plus grand monument khmer, le plus beau incontestablement, celui qui malheureusement, bien qu'il semble parfaitement conservé, nous cause les plus gros soucis car le grès très tendre du monument est attaqué par des bacilles que des travaux de laboratoire au Muséum d'histoire naturelle à Paris nous ont permis d'identifier et que nous essayons de combattre. Grâce à quoi seront sans doute sauvés, espérons-le, les admirables motifs inspirés du Mahabharata qui ornent sur des milliers de mètres carrés les façades des cours intérieures. Et le plus célèbre d'entre eux,
le barattement de la mer de lait, où s'affrontent les dieux et les démons pour en tirer l'amritsa, la liqueur d'immortalité. Nous commençons systématiquement de refaire les abords du temple qui sont essentiels. Restaurer le temple sans ces abords reviendrait en somme à restaurer Versailles sans faire les jardins, ce qui est impensable. C'est pour cela que nous avons entrepris de refaire la chaussée d'accès principale, les gradins qui la flanquent de part et d'autre et qui, en ramenant l'eau dans les douves, permettent de montrer combien cette architecture jaillit du sol, jaillit de l'eau pour s'inscrire sur le ciel. Donne ainsi à l'ensemble, en effet, à la fois son harmonie, son symbole, sa poésie et sa grandeur.